auditeurs, 21h25 dans le studio. Je ne sais pas si le ministre m'entend depuis Conakry. Je lui dis bonsoir dans les embouteillages cirés de Conakry. Est-ce qu'il m'entend? Oui, je vous entends, camarade, et merci pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer sur votre radio. Parfait, chers auditeurs, 21h25 dans le studio. Merci à l'équipe technique. Vous voulez laisser un message, monsieur le ministre ou... Oui, tout à fait. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je m'excuse auprès des auditeurs. Je ne sais pas si vous pouvez reprogrammer ma participation pour demain ou une autre fois à votre convenance. Écoutez, chers auditeurs, oui, c'est une... beaucoup d'auditeurs, par contre, monsieur le ministre, comme vous savez, j'aurais pu déprogrammer... Mais si on peut aller pour 10 minutes, je peux parler pour 10 minutes si vous voulez, si ça va déranger. Malheureusement, pour 10 minutes, on ne pourra pas, monsieur le ministre. Vous occupez un secteur très important aux yeux de nos auditeurs, raison pour laquelle, à la demande de beaucoup d'auditeurs ce soir, ils sont très nombreux à nous suivre du côté du Japon, de la Chine, mais aussi et surtout du côté de l'Europe. Beaucoup d'auditeurs connectés ce soir sur les ondes de la radio Basse-Côte de France. Malheureusement. Bon, ben c'est pas grave, allons-y. Je vais prendre le temps que je peux. Je vais essayer de m'excuser auprès des autres, mais on y va. On peut commencer. Parfait, chers auditeurs. 21h26 dans le studio, vous l'avez compris, vous êtes en tout cas les bienvenus sur les ondes de cette plateforme de la radio de la contradiction, la radio Basse-Côte de France, en ce samedi 26 janvier 2019. Vous nous suivez, chers auditeurs, je le disais tantôt, très nombreux en Afrique, précisément en Angola, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc. Je n'oublie pas ces milliers d'auditeurs de l'Asie, de l'Amérique, mais aussi et surtout de l'Afrique. Chers auditeurs, la mention spéciale à ces auditeurs de Sartreville qui ont pris d'assaut la radio Basse-Côte de France. Je suis le ministre en émission. Allô? Parfait, monsieur le ministre. Il y a beaucoup d'écho dans... Je pense que vous êtes en voiture. Si les autres peuvent se retirer afin d'assurer une très bonne qualité. D'accord. Je me retire quelque part, oui. Je me suis arrêté, je me retire quelque part. Chers auditeurs, la pensée politique du jour nous vient de Nelson Mandela et de Paul Valéry. Nous travaillerons ensemble, dit Mandela, pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et donner l'espoir là où règne le désespoir. Quant à Paul Valéry, il souligne qu'un enseignement qui n'enseigne pas à se poser des questions est mauvais. Se poser des questions, chers auditeurs, échanger pour comprendre, c'est ce qui nous conduit à recevoir pour vous ce soir le ministre Abdoulaye Yoro Baldé, l'autorité qui est en charge de la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans notre pays. Avec notre invité, nous allons avoir 30 000 chers auditeurs, vous l'avez compris, malheureusement c'était prévu pour 1 heure, pour cerner au fait l'enseignement supérieur de la recherche scientifique de notre pays à travers les défis, les réformes engagées par son ministère, mais aussi et surtout la feuille de route du ministre Yoro Baldé. Sans plus tarder, monsieur le ministre, je vous dis bonsoir. En tout cas, merci pour cette invitation. Merci de répondre à l'invitation de la radio Basse-Côte de France. Avant de nous dérouler votre feuille de route, de nous parler des défis et les réformes engagées, mais aussi et surtout les moyens dont vous disposez pour la mise en œuvre de votre politique à travers votre feuille de route, je vous demanderai de nous planter les deux corps, de nous faire un état des lieux de notre système d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci une fois de plus pour cette opportunité. Je pense que chacun sait d'où nous venons en matière d'éducation dans l'ensemble, c'est pas simplement l'enseignement supérieur, et tout le monde, y compris nos parents qui sont à l'étranger, c'est toujours plein de la qualité de notre enseignement. Il y a eu un laisser-aller pendant plusieurs décennies, ça n'a pas commencé maintenant. Et donc, nous avons commencé humblement à mener des réformes pour justement changer cette perception de notre système éducatif, pour la rendre beaucoup plus efficace et en bref, aller vers plus de qualité et donner à chaque jeune Guinéen l'opportunité de mener de bonnes études en Guinée. Donc, pour ça, nous avons engagé plusieurs réformes, que ce soit dans le domaine de la gouvernance du système de l'enseignement supérieur. Notamment, nous avons commencé déjà à maîtriser les effectifs grâce à la biométrie. Nous avons détecté plus de 30 000 fictifs. Nous avons commencé aussi à mettre en place les conseils d'administration
et l'orientation en ligne des bacheliers. Mais ce n'est pas seulement cet aspect. Nous avons 6 axes stratégiques qui concernent, je vais parler grosso modo parce qu'on n'aura pas le temps de tout détailler, l'introduction de l'autorité d'assurance qualité pour justement faire en sorte que la qualité soit bien suivie, notamment les référentiels de formation, les normes, qu'est-ce que ça doit être une université, qui peut aller à l'université, et aussi nous essayons de créer des filières d'excellence comme les classes préparatoires. Pour le moment, en attendant de les avoir en Guinée, nous envoyons les admis au centre d'excellence d'Abidjan, le Baron Yamsoko, où nous avons maintenant près de 52 étudiants. Et nous essayons de professionnaliser aussi les filières parce que jusque-là, la formation n'est pas adaptée aux besoins du marché de l'emploi, alors qu'aujourd'hui le monde change, il va très vite. Donc nous essayons d'adapter les programmes de formation aux besoins du marché. Donc nous avons commencé par exemple à professionnaliser certaines filières comme le transport et la logistique avec l'accompagnement du secteur privé, mais aussi également du secteur public. Par exemple, nous avons travaillé pour la mise en place de cette filière avec les compagnies de transport et de logistique comme Bolloré, Maersk, MSC, Mediterranean Shipping Company. Nous avons aussi travaillé avec UMS, Total, etc. Et au niveau des conseils d'administration, nous essayons de mettre à la tête de ces conseils le secteur privé pour avoir beaucoup plus de visibilité, pour renforcer justement ce partenariat-là entre le privé et l'enseignement. On veut qu'à terme, que les institutions d'enseignement supérieur soient vraiment intégrées au milieu économique et social. Mais à d'autres réformes, je pense à travers les questions de vos étudiants, je vais pouvoir y répondre. Merci, Monsieur le ministre, pour permettre aux auditeurs de cerner la place, mais aussi le rôle et l'importance qu'accorde votre gouvernement à ce secteur. Est-ce que vous pouvez nous décliner la feuille de route qui vous a été confiée par le Premier ministre? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord l'aspect gouvernance, il y a l'aspect infrastructure, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas Gamal qui a été, comme université qui a été construite dans les normes. Nous, les autres n'ont pas était comme on l'aurait souhaité. Si vous prenez l'université de Cancan, c'était un ancien hôpital. Vous prenez Sonfonia, c'était d'abord une école d'agriculture. Ensuite, on y a fait de l'élevage, etc. L'AB était carrément la brousse, mais aujourd'hui, des infrastructures sortent de terre, aussi bien à Gamal, l'année de même à Farana, et nous envisageons de construire à partir de cette année, lorsque les études seront terminées, l'université de Cancan. Et il y a l'aspect équipement. Vous savez, si je prends le cas de la faculté de médecine, ça fait 3 ans que nous n'y orientons pas. Tout simplement parce que non seulement toute la pédagogie n'y est pas, mais les labos étaient complètement en décrépitude. Donc nous avons commencé à rénover certains laboratoires à l'université de Gamal. Et j'espère que si tout va bien, peut-être l'année prochaine, on pourra ouvrir la faculté de médecine. Nous avons aussi des constructions à Kindia. Il y en a eu à Dalaba pour l'école de vétérinaire. Donc ça, c'est l'aspect infrastructure et équipement. Mais il y a aussi l'aspect, tout à l'heure, je parlais d'assurance qualité, comment faire en sorte que les référentiels, les normes soient en place et que chaque université puisse, en fait, on doit pouvoir revoir tous les programmes qui sont enseignés dans nos systèmes d'enseignement supérieur. Et nous avons aussi d'autres axes concernant les partenariats. Nous avons signé, par exemple, avec Polytechnique Paris. Justement, nous travaillons avec cette école de prestige pour mettre en place nos classes préparatoires. Nous avons des accords en vue avec 2 universités françaises, mais également aux États-Unis. Nous avons signé avec 2 autres universités. Nous avons là en Côte d'Ivoire, par exemple, et dans certains pays africains. Donc, nous essayons de développer au mieux le partenariat, mais je reviens là-dessus. Nous privilégions aussi le partenariat avec le secteur public et le secteur privé en Guinée. Donc, il y a à peu près 6 axes stratégiques qui sont dans notre feuille de route. Mais comme je dis encore, je ne suis pas dans les meilleures conditions ici pour m'exprimer, mais je ferai le mieux pour répondre aux questions de vos auditeurs. Merci, Monsieur le ministre. 21h34. Monsieur le ministre, avant de donner la chance à ces milliers d'auditeurs de vous interpeller ce soir, dites-nous, pour la mise en œuvre d'une telle politique pour qualifier davantage l'enseignement supérieur,
encourager les recherches dans les universités et instituts, cela suppose de facto un budget taillé sur mesure. Je veux savoir si le budget de votre ministère est à la hauteur de vos ambitions. Je rappelle simplement, monsieur le ministre, que ce soir aux auditeurs, qu'il y a un bien ce soir à gagner en répondant à ces questions. Quel est le budget du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique? Je ne vous demande pas, monsieur le ministre, de donner le montant du budget, parce que ça fait partie de la question. Ce soir, les auditeurs peuvent répondre à la question pour gagner un billet d'avion. Quel est le poste qu'occupait monsieur Abdoul Baldé avant d'être nommé ministre de l'Enseignement supérieur? Citez le nombre d'universités publiques que compte notre pays. Quelle est la première université privée agréée dans notre pays? Chers auditeurs, ce soir, vous avez la possibilité de gagner un billet d'avion Conakry-Paris, Paris-Conakry en classe économique. Alors, monsieur le ministre, c'est à vous, avant de donner la chance à ces milliers d'auditeurs, de répondre à cette question. Merci. Concernant le budget, je ne dirais pas le montant, puisque c'est une question que vous posez à vos éditeurs. Mais lorsque nous venions aux affaires, disons, le président Fakonde prenait fonction, le budget de l'ensemble du système éducatif, c'est-à-dire enseignement supérieur, enseignement technique et éducation nationale, faisait environ 5% du budget total. Mais aujourd'hui, nous sommes montés jusqu'à 15%. C'est déjà un grand progrès, multiplié par 3. Mais si on veut aller vers les normes sous-régionales, environ 30%. Et je pense que lorsqu'on va atteindre ce niveau, on pourra réaliser beaucoup de choses dans la transformation de notre système éducatif. Mais il y a des progrès quand même qui se font et nous essayons de faire au mieux avec ce que nous recevons. Et je vous apprends aussi, grâce à la biométrie, nous avons découvert près de 30 000 fictifs. Nous sommes en train de faire assez d'économies qui nous permettent maintenant de pouvoir, par exemple, assurer la formation des formateurs, qui est dans notre feuille de route, parce que n'oubliez pas que aujourd'hui, moins de 20% des enseignants ont le niveau PhD ou doctorat, comme on le dit en France. Et donc, il y a une course contre la montre. Si on ne veut pas que le système tombe complètement, il y a une course pour former le maximum d'enseignants. Ce que nous avons commencé en investissant assez de fonds. Et récemment, nous avons eu pour 18 candidats présentés au concours d'agrégation du CAMES. Nous avons eu 14 admis, c'est ce qui est nouveau en Guinée, puisque c'est plus que le nombre d'admis que nous avons entre 2000, je pense 90 et 2000. Donc c'est le plus grand que nous avons jamais eu. Et nous allons continuer sur cette lancée. Merci, monsieur le ministre, pour ces informations. Nous allons donner la chance à ces milliers d'auditeurs. Je n'aime pas réaliser des émissions dans ce genre de situation, malheureusement. Nous allons partir en Allemagne où je vais trouver Chérif Baldé. Chérif Baldé, si vous êtes là, je vous dis bonsoir avant d'aller aux États-Unis pour trouver monsieur Yansani. Chérif Baldé, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur Camara, je suis là, je vous entends très bien. Bonsoir. Bonsoir à vous et soyez très succinct pour poser votre question ce soir. Vous avez compris la situation dans laquelle nous réalisons cette émission. Peut-être que je demanderai au ministre de remettre ça ultérieurement. Allez-y, Chérif Baldé, posez votre question, s'il vous plaît. Bon, d'accord, ok. Bonsoir en tout cas à monsieur Baldé, le fait qu'il ait accepté d'être là malgré tous les problèmes et tout ça. Bref, je vais être quand même brève hein, parce que voilà, au fait, moi, je fais partie de ces étudiants qui étaient à Conakry, qui avaient essayé d'organiser en 96 une grève parce que la situation dans laquelle on était en train d'étudier n'était pas la bonne. On n'avait pas de bibliothèque. J'ai fait le droit à Conakry et tout ça. Bref, je me dis, vous parlez d'équipement. En 8 ans déjà de règne du professeur Alpha, quels sont les acquis concrètement? Parce que ce que vous m'avez dit, ce que vous avez parlé de ces choses tout à l'heure, pour moi, c'est encore très, c'est un peu superficiel. Il n'y a pas de concret là-dedans. Et mieux, qu'est-ce que la Guinée fait effectivement pour amener la diaspora à venir contribuer aussi à l'enseignement? Parce que moi, je me bats, ça fait maintenant 2 ans pour venir donner des cours de sciences politiques à l'université de Sonfonia. C'est tout un problème. Jusque-là, je n'ai pas encore eu des résultats fiables. J'ai essayé d'écrire au département et tout parce que je voulais le faire en tant que patriote. En tout cas, je ne demandais rien d'autre, seulement venir donner des cours. Ne serait-ce que 10 jours, une semaine, prendre mes congés, venir donner des cours aux étudiants qui sont là-bas. Et voilà, comme c'est mon domaine et tout, mais c'est pas facile
on n'arrive pas vraiment à avoir accès aux personnes qu'il faut, c'est tout un problème. Et qu'est-ce que vous faites, en tout cas pour nous, diaspora, pour qu'on vienne donner les cours là-bas sans assez de difficultés? Et entre autres aussi, qu'est-ce que vous faites? Parce que je vis en Allemagne, je sais qu'ici en Allemagne, il y a un budget qui est voté en ce qui concerne la Guinée pour permettre non seulement aux étudiants guinéens de venir ici, étudier, avoir des bourses et tout cela. Il y a tellement de projets concernant l'Afrique, parce que le ministère de développement fédéral a essayé de faire signer un accord avec l'Union africaine, donc ça concerne tous les pays de l'Union africaine. Chaque pays a son budget qui est voté. Récemment, j'étais là-bas, on a échangé et tout ça. La Guinée, pratiquement, n'a jamais essayé de profiter de ces projets. Et qu'est-ce que vous faites réellement pour essayer de prendre contact avec des pays comme l'Allemagne pour pouvoir quand même amener les étudiants non seulement à venir faire des doctorats ici, à échanger aussi, parce qu'en matière d'ingénierie, l'Allemagne c'est un pays, on sait, pays d'ingénierie et tout ça. Il y a beaucoup de facilités, il y a beaucoup de possibilités, même s'il y a la barrière de langue. Mais qu'est-ce que vous faites en tant que, je dirais entre guillemets, jeune ministre, pour encourager tous ces gens qui sont là-bas, qui peuvent venir ici échanger, apprendre, étudier et tout. Donc voilà. Merci, je pense qu'il a compris. Monsieur le ministre. Merci Madame Baldé, c'est de très bonnes questions. Je vais commencer par la dernière. J'avais reçu moi-même l'ambassadeur d'Allemagne j'avais pris fonction, mais l'information que vous me donnez, je vais essayer de la rechercher et de savoir ce qui s'est passé au juste. Mais n'oubliez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de développer beaucoup de partenariats, notamment avec les universités étrangères, dont la France. Donc, je viens de travailler à Polytechnique. Et nous avons des étudiants aujourd'hui en classe préparatoire, justement pour pouvoir passer les concours pour rentrer dans ces grandes écoles. En parenthèse, les bourses extérieures ne relèvent plus du ministère de l'Enseignement depuis 2012, mais je me renseignerai quand même s'il y a cette opportunité avec l'Allemagne pour voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble. Et je dois recevoir au mois de février un professeur allemand. Justement, nous allons en discuter pour voir quelles sont les opportunités. Mais pour nous, le développement à l'international, le passage à l'international est très important. Nous avons envoyé depuis septembre près de 52 enseignants en formation PhD et master également dans tous ces pays-là pour pouvoir renforcer la qualité la qualité de l'enseignement. Revenant à votre volonté de venir donner des cours, je suis vraiment heureux de l'entendre parce que nous faisons des appels depuis à la diaspora. Nous avons écrit récemment à notre ambassadeur en France et nous avons des dossiers que nous avons de l'ACTOC, l'association des cadres techniciens originaires guinéens qui sont en France, que je connais très bien. Et nous avons sélectionné les candidats. Et nous sommes en train de mettre en place le mécanisme de paiement de leurs émoluments lorsqu'ils viendront en Guinée. Et lorsque ça sera fait, vous en entendrez parler. Au Canada aussi, nous comptons envoyer une lettre à monsieur l'ambassadeur, puisqu'il nous l'a demandé, pour justement appeler cette diaspora à venir renforcer nos systèmes d'enseignement. Il en a de même aussi dans d'autres pays. Et moi, j'ai demandé à des compatriotes qui sont à l'étranger, mais aussi qui sont en Guinée, parce que n'oubliez pas, il y a des gens qui ont du niveau, qui sont en Guinée, qui travaillent dans l'administration, de venir donner des cours. Donc, si vous n'avez pas eu des cours, je vous prie de contacter directement. Je pense qu'on pourra vous donner mes contacts à l'antenne après, pour que vous me contactez, que nous avons mis une équipe en place qui est justement chargée de travailler sur ces questions-là. Ça a été lent, je suis d'accord avec vous. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, mais n'oubliez pas que nous avons un système que nous sommes en train de dépoussiérer. Il y a des mentalités pour lesquelles nous combattons actuellement. C'est pas facile, je peux vous le dire, parce qu'il y a certains qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent ou bougent. Et donc, les résistants peuvent venir de là, mais prenez contact directement avec moi et je pourrai régler ça lorsque vous venez en Guinée pour donner des cours. Enfin, merci pour cette réponse, monsieur le ministre. Je donnerai vos contacts à Chérif Baldé, qui est une fierté pour la diaspora guinéenne du côté de Hambourg. Nous allons partir du côté des États-Unis où je vais trouver monsieur Yansané qui va poser sa question, s'il vous plaît. Monsieur Yansané, si vous êtes là, je vous dis bonsoir. Soyez très succinct ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Yansané. Alors, je vais être bref sur ma question. C'était par rapport à la manifestation des enseignants
quels sont les regards que vous portez à cette manifestation sur ces enseignants qui revendiquent une meilleure condition de vie aujourd'hui? Bon, je vais répondre pas dans tous les détails parce que l'enseignement supérieur n'a pas été, disons, touché par la grève. Chez nous, ça continue. Mais n'oubliez pas que si on prend l'ensemble des fonctionnaires, depuis que le président est là, les salaires ont été multipliés au moins par 3. Je sais que il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais le gouvernement est en train de faire ce qui est possible pour rendre les enseignants, pour créer de meilleures conditions pour les enseignants. Et n'oubliez pas un professeur de lycée, en tout cas au niveau guinéen, à 2 millions, plus de 2 millions 500, qui n'est pas loin d'un enseignant à l'université. Et il faut dire à quel point l'État a fait quand même des efforts. Je suis convaincu qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire et pour continuer à améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants. Mais il faut aller pas à pas parce que nous sommes après tout un pays pauvre. Il y a des efforts qui ont été faits dans ce domaine. Mais nous, au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons pris des mesures pour voir dans quelles conditions on peut mettre en place des programmes, par exemple, d'accès beaucoup plus facile au logement et aussi améliorer les infrastructures dans nos universités pour ces enseignants-là. Parfait, monsieur le ministre. 21h45 dans le studio. Je voudrais savoir si vous avez encore 10 minutes avant de voir comment est-ce que je m'organise avec ces milliers d'auditeurs qui souhaitent vous interpeller, monsieur le ministre. Est-ce qu'en fonction de votre timing, vous avez encore 10-15 minutes? Attends, on peut aller pour 10 minutes? Oui, on peut aller. Parfait, d'accord. Donc, je vais donner la possibilité au consultant économique Lansana Bangoura de poser sa question avant d'aller en Chine, mais aussi et surtout au Canada, précisément à Montréal. Monsieur Bangoura, si vous êtes là, je vous dis bonsoir. Soyez succinct ce soir sur les ondes de la radio Basse-Côte de France. 21h46. Oui, bonsoir, monsieur Camara. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Bangoura. Oui, comment allez-vous? Donc, je vais être très bref. Voilà, je vais être très bref. Je voudrais, monsieur le ministre, revenir un peu dans le cadre du recensement biométrique. Je voudrais savoir, au-delà du recensement des étudiants, est-ce que vous avez procédé au recensement du personnel enseignant? C'était la première question. La seconde question, vous avez été premier vice-gouverneur de la Banque centrale. Aussi, vous êtes expert sur les questions économiques, notamment vous avez été fonctionnaire à la Banque mondiale. Je voudrais savoir, la dépréciation de la monnaie guinéenne est due plutôt à une mauvaise politique monétaire ou à une insuffisance de production? Et la dernière question, quel mécanisme de financement vous avez mis en place pour mobiliser, n'est-ce pas, suffisamment de ressources pour appuyer votre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique? Merci. Très bien. La première question, si on a biométrisé le personnel enseignant d'encadrement, oui, ça a été fait. Et la biométrie aussi, nous allons la reprendre pour les nouveaux étudiants. Donc ça, c'est votre première question. Le personnel, oui, d'encadrement et les enseignants ont été biométrisés. Deuxièmement, concernant les questions de monnaie, je vous prends toutes mes excuses. N'étant pas à la Banque centrale, je suis un peu mal indiqué pour y répondre. Je ne veux pas m'initier dans le travail des autres, bien que j'ai ma propre opinion. Et la troisième question, qu'est-ce qu'on fait pour mobiliser des ressources? Justement, nous, par exemple, avec la gouvernance du système et avec la biométrie, par exemple, nous avons pu faire des économies qui nous permettent aujourd'hui d'envisager la construction de l'université de Cancan, mais aussi de mettre des fonds dans notre programme de 1000 PhD, 5000 masters, donc le programme de formation des formateurs, pour rattraper le gap que nous avons en matière d'enseignants. Donc à l'interne, nous faisons des efforts pour améliorer la gestion, mais aussi nous allons vers des bailleurs de fonds pour pouvoir lever quelques ressources, notamment avec un programme de la Banque mondiale où nous avons pu lever 9 projets, financer chaque projet à auprès de 400 000 $. Et nous venons aussi de décrocher, après compétition, 2 centres d'excellence en Guinée, le centre d'excellence pour la faculté de médecine, avec 5 millions de $ à la clé, et le centre d'excellence émergent de l'école des mines de Bokeh, avec 4 millions de $ de Bokeh. Et comme je l'ai dit tantôt, le développement du partenariat avec le privé, c'est justement amener le privé
à s'intéresser au financement de l'enseignement supérieur. Donc c'est tout un processus qui est en place et nous espérons que très rapidement nous pourrons avoir suffisamment de ressources pour faire face aux énormes chantiers qui nous attendent dans le domaine de l'enseignement supérieur. Merci, monsieur. Très bien. Allô, monsieur Camara? Oui, allô? Oui. Oui, comme monsieur le ministre est là, je voudrais, au fil de l'eau, rapidement, son appréciation sur la gouvernance économique actuelle de notre pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi également, je suis un peu mal placé pour discuter de ça en tant que ministre de l'enseignement supérieur, mais il y a des efforts qui se font. Il y a des améliorations que vous voyez, il y a des routes qui sont en construction, il y a des fonds qui seront à partir du secteur minier, qui, je crois, 10% ou 15% des recettes issues du secteur minier vont alimenter un fonds pour justement relever les défis sociaux qui se posent dans nos campagnes et dans certaines de nos villes. Et récemment aussi, il y a un financement de la Chine pour construire le barrage de Swapiti. Il y a des améliorations, il y a beaucoup de travail encore à faire. Et au niveau de la gouvernance, vous voyez que ceux qui se mettent à détenir de l'argent sont automatiquement aujourd'hui traduits devant la justice. Je crois qu'on a eu 3 cas récemment. Et c'est pour dire que le gouvernement a pris conscience du fait que les ressources publiques doivent être gérées avec la plus grande efficacité. 21h50 dans le studio, beaucoup d'auditeurs. Malheureusement, je vais demander à la machine de me tirer 3 auditeurs au choix, dont je vais poser la question avant de libérer monsieur le ministre. Je demande à la machine de me tirer 3 questions, 3 auditeurs au choix. Et je rappelle ce soir, vous avez la possibilité de gagner un billet d'avion en répondant à ces questions. Quel est le budget du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique? Quel poste occupait monsieur Abdoul Yero Baldé avant d'être nommé ministre de l'Enseignement supérieur? Citez le nombre d'universités publiques que compte notre pays. Quelle est la première université privée agréée dans notre pays? Voilà, chers auditeurs, 21h50 dans le studio. La machine vient de me tirer 3 personnes au sort. Malheureusement, je ne peux que donner les questions à ces 3 personnes. Alors, c'est une question de M. François Onopogui de Londres qui pose cette question à M. le ministre. Quel regard portez-vous sur la qualité de notre système d'enseignement et quelle place pouvez-vous octroyer à notre pays dans la sous-région, M. le ministre? Je sais pas bien, les gens doivent me poser une question. Oui, tout à fait. Monsieur Onopogui demande quel est le regard en tant que ministre que vous portez sur la qualité de notre système d'enseignement et quelle place pouvez-vous octroyer à notre pays dans la sous-région? Pour la place, c'est un peu difficile. Je pense que je laisse le choix à tout un chacun. En termes de qualité, je l'ai dit, nous revenons de très loin et nous essayons d'améliorer au mieux que nous pouvons. Et aujourd'hui, nous avons mis en place certaines réformes qui font que ça commence à aller. Par exemple, pour être orienté dans les filières d'ingénierie ou à l'école des mines de Bokeh, c'est la mention bien. Vous savez que nous avons éliminé les notes de cours au bac, ce qui fait que les étudiants qui nous arrivent sont d'un meilleur niveau. Et à ce niveau-là, l'enquête que nous avons réalisée récemment auprès des 2 premières années dans les écoles d'ingénierie, l'école des mines de Bokeh, et il y a une certaine satisfaction au niveau des professeurs parce que le niveau des étudiants est satisfaisant. Mais je le dis, il y a un travail énorme à faire parce que nous manquons de professeurs de rang magistral. 20% de nos professeurs aujourd'hui ont le PhD. Et donc, nous essayons d'accélérer la formation des formateurs. Et comme l'a dit l'une de vos auditrices, Mme Baldé, nous essayons aussi de faire appel à toutes les compétences de la diaspora, mais aussi à l'interne, pour pouvoir renforcer davantage la qualité de notre formation. Mais il y a un léger mieux, tout le monde le dit, mais je pense que c'est mieux de demander à ceux qui sont sur place ici comment ça se passe, est-ce qu'ils sont satisfaits, mais le chemin est encore long. Nous avons besoin au moins 3 à 5 ans pour pouvoir finaliser nos réformes et être capable de faire face à plusieurs enjeux pour transformer notre système d'enseignement supérieur. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons plus enseigner comme avant. Le monde a changé. Nous devons nous adapter nos programmes et nous avons créé
disons par décret du président, l'autorité nationale d'assurance qualité pour justement impulser cette dynamique. Merci, Monsieur le ministre. Avant-dernière question, c'est une question de Monsieur Abdoulaye Samoura qui nous appelle de la Chine. Il pose la question suivante. Quelle est la politique de votre gouvernement pour assurer une adéquation entre la formation et les besoins du marché? Monsieur Abdoulaye Samoura. Merci pour la question, Monsieur Samoura. Je pense y avoir répondu au début. Nous sommes en train, avec l'autorité nationale d'assurance qualité, qui est la pierre angulaire maintenant de nos systèmes de transformation, de revoir tous les programmes de formation en Guinée à l'enseignement supérieur pour les adapter aux besoins du marché du travail. Il s'agit c'est le principe adéquation, formation, emploi. Donc, nous avons entamé un dialogue avec le secteur privé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons créé une filière transport logistique avec les entreprises du secteur. Il y a la filière banque finance, nous travaillons avec une banque de la place, la Société Générale en l'occurrence, et d'autres banques vont nous rejoindre sur cette filière. Dans le domaine du génie, il y a des entreprises qui sont engagées. Total est engagé à travailler avec nous dans ce domaine-là. Et puisque le conseil d'administration, d'ailleurs je vous l'apprends, le président du conseil d'administration de l'université Gamal Abdel Nasser est le DG de Total. Donc à la tête de toutes ces universités, le secteur privé sera présent parce que nous avons besoin de savoir quels sont leurs besoins et quelles sont leurs attentes pour pouvoir justement remodeler nos programmes de formation pour répondre à ces besoins. Mais il y a la coopération internationale aussi auquel nous faisons appel pour pouvoir travailler dans le sens de la transformation du programme de formation. Par exemple, dans le domaine du génie et de l'ingénierie, nous sommes en train de négocier avec les spécialistes de Polytechnique Paris pour venir revoir tous les programmes de formation dans ce domaine-là, puisque nous envisageons de mettre en place des classes préparatoires aux grandes écoles. Parfait, Monsieur le ministre. 21h56, deux questions qui sont similaires. Je vous demanderai de répondre à cette question avant de mettre fin, en tout cas, à votre première participation dans cette émission Projection sur la Guinée qui vous parvient, vous le savez, tous les samedis. Alors, c'est une question de Monsieur Alpha Omar Diallo, Guinéen résident au Luxembourg, précisément à Schengen, et Monsieur Mfali Touré. Ce sont des questions similaires. Monsieur Mfali Touré vous pose la question de savoir, Monsieur le ministre, vous avez été récemment élevé au grade d'ambassadeur contre l'immigration clandestine. Savez-vous que dans l'histoire de la Guinée, jamais l'immigration n'a connu un seuil aussi élevé de la couche juvénile que pendant le mandat du professeur Alpha Condé à cause de la mauvaise gouvernance? Quelle est la réponse que vous allez accorder à M. Mfali Touré? La question de M. Alpha Omar Diallo, dans le même sens, c'est un Guinéen qui réside au Luxembourg, précisément à Schengen, et il vous pose la question de savoir, Monsieur le ministre, l'instabilité politique et le désespoir des jeunes sans lendemain meilleur est l'une des causes principales de l'immigration clandestine. En tant qu'ambassadeur contre l'immigration clandestine, pouvez-vous prendre un engagement solennel ici à la radio de la diaspora alors qu'une éventuelle tentative d'un troisième mandat se pointe à l'horizon par le professeur Alpha Condé, que vous vous opposerez à toute modification de la constitution guinéenne ou toute mesure ou décision politique qui aura pour conséquence le désespoir des jeunes avec pour seule issue l'immigration clandestine? Monsieur le ministre, c'est à vous. Concernant l'immigration clandestine, vous savez, c'est un phénomène qui frappe l'Afrique, c'est malheureux parce que nous avons toutes les opportunités pour retenir nos jeunes et c'est dans ce sens-là que nous faisons en sorte, parce que l'une des causes aussi, les gens ne trouvent pas du travail, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de travail. Le cas de la Guinée, je le sais, parce que nous avons mené une enquête. Nous avons trouvé qu'il y a du travail, mais la formation n'est pas adaptée à ce marché du travail-là. C'est pour ça que nous avons pris la mesure de ce problème et nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que lorsque les gens sortent de chez nous, ils ont des opportunités de travail en Guinée, mais aussi dans la sous-région. Si je prends le cas de l'école, l'Institut supérieur de technologie de Mamou, près de 80% des gens qui sortent ont du travail. Si je prends l'école supérieure de commerce de l'ISKE, l'Institut supérieur de commerce des entreprises, qui est en partenariat avec l'ISKE du Maroc, la plupart des étudiants qui y sortent, beaucoup d'entre eux trouvent du travail. Et c'est pourquoi nous sommes en train de professionnaliser les filières pour les adapter au marché du travail et ainsi lutter
pas en totalité contre l'immigration clandestine, ça va jamais, je ne pense pas que ça va cesser de sitôt, mais au moins donner des opportunités à nos jeunes. En tout cas, au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons pris conscience de cela. Et ceux qui sont retournés en Guinée, nous essayons de les intégrer. En tout cas, les étudiants qui étaient partis, certains sont revenus. L'OIM nous a contactés pour les intégrer dans nos universités, ce que nous allons faire dès la rentrée prochaine. Il y en a eu déjà avant. Et donc, à notre niveau, nous essayons de créer toutes les opportunités possibles pour que les enfants aient une chance et de l'espoir pour rester en Guinée au lieu d'aller prendre tous les risques qu'il y a à traverser la mer ou le désert. Et je pense qu'au niveau du gouvernement, les mêmes dispositions sont prises. Si je prends le ministère des Affaires sociales, qui est en train de faire un travail important dans ce domaine, mais il faut se donner la main, parce qu'il y a une question de sensibilisation. Les gens ont le mirage de l'Europe et de l'Amérique, et une fois arrivés sur place, ils sont déjà santé. Donc c'est à nous tous, Guinéens et Africains, de se donner la main. Chacun de son côté doit faire son travail pour faire comprendre aux autres qu'on peut trouver le bonheur ici. Et il y a des exemples de réussite très frappants en Guinée. Et je pense que ces exemples-là vont servir de boussole à ceux qui sont tentés par l'immigration clandestine. Mais le gouvernement, je peux vous assurer, a pris le problème à bras le corps et j'espère que dans les années à venir, nous allons pouvoir donner de bonnes réponses à cette question. Monsieur le ministre, vous avez partiellement survolé la question de M. Alpha Oumar Diallo. J'aimerais savoir votre position là-dessus. Effectivement, il pose cette question. Il m'envoie la réponse, M. Camara. La position par l'immigration clandestine, c'est ce que j'ai dit là. En tout cas, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, c'est cette réponse que je peux vous donner. Ambassadeur, est-ce que vous vous opposerez... En tant qu'ambassadeur, oui. Oui. Ouais. Et voilà. Pardon? Il pense que l'instabilité politique et le désespoir des jeunes est l'une des causes principales. Alors qu'un projet de modification de la Constitution peut entraîner éventuellement, effectivement, l'immigration clandestine. Est-ce que vous vous opposerez à toute modification de la Constitution ou toute mesure tendant dans ce sens? C'est la question de M. Alpha Oumar Diallo. Mais personne n'a parlé de... Je ne sais pas d'où les gens sortent dans cette question de modification de la Constitution. Je ne suis pas informé de cela, donc je ne peux pas y répondre. Et à mon avis, je n'ai aucun indice là-dessus pour le moment. Donc, il faut que les gens arrêtent de spéculer aussi. Je comprends bien leur position, mais c'est les faits qu'il faut juger, pas des intentions. D'accord. Parfait, chers auditeurs. 21h, 22h dans le studio. Une dernière question de M. Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo qui veut poser cette question, qui veut savoir quel est le message qu'il m'envoie. Je veux savoir qu'en est-il par rapport au dossier des docteurs qui doivent être recrutés cette année. C'est une question de M. Abdoulaye Diallo. Bon, on en a déjà tous ceux qui ont le PhD parce que il y a un décret qui existe. Tous ceux qui ont le PhD et qui veulent enseigner, ils sont recrutés automatiquement à la fonction publique. À date, nous avons recruté au moins 40, dont 20 médecins à la fonction publique. Donc, si il connaît des personnes qui ont un doctorat qui veulent enseigner, nous allons les prendre. J'ai des dossiers sur ma table, certains qui sont déjà arrivés, et nous allons les introduire à la fonction publique pour leur recrutement. Mais il faut qu'ils s'engagent à enseigner. Il ne s'agit pas de rentrer à la fonction publique et ensuite partir vers d'autres, en tout cas d'autres domaines, en tout cas quitter l'enseignement, parce que nous allons les demander de prendre des engagements, comme nous le faisons pour ceux que nous envoyons actuellement en formation à l'étranger. Merci, monsieur le ministre. Mais il est le bienvenu. S'il a un dossier, je suis prêt à le prendre et venir et l'inscrire sur la liste de nos enseignants. 22h03. Si vous avez un message à l'endroit des milliers d'auditeurs ce soir, monsieur le ministre, j'espère que sans doute vous allez vous excuser par rapport au timing qui était prévu une heure, parce que tout simplement, le département dont vous avez la charge est un département stratégique important à nos yeux, auquel il fallait donner assez de temps. J'espère que nous aurons en tout cas un autre rendez-vous pour pouvoir discuter de long en large. Si vous avez un message à l'endroit de ces milliers d'auditeurs qui vous écoutent ce soir, je vous D'abord, c'est vous remercier votre radio pour cette opportunité et pour tout le travail d'information que vous faites à l'endroit de notre diaspora. Et je remercie aussi tous vos auditeurs
et je reste à leur écoute. Je pense que je vais vous envoyer plus tard, M. Camara, mon email, et nous sommes ouverts à toutes les critiques. Et je pense que ça va nous aider à progresser. Les critiques, les suggestions, et nos portes sont ouvertes aussi au ministère, parce que tous ceux qui viennent des gens qui cherchent à nous voir, nous les recevons à bras ouverts. Et comme je l'ai dit une fois de plus, la Guinée, c'est notre pays à tous. Nous n'avons pas demandé à être Guinéens, mais nous devons faire en sorte que ce pays-là aille de l'avant pour le bonheur de ses enfants. Et j'invite tout le monde à y contribuer. Et merci une fois de plus. Et je m'excuse pour le temps que j'ai pas pu avoir pour cette interview, mais je suis disposé à faire une autre interview lorsque vous le souhaitez. Merci, chers auditeurs. Vous l'avez compris, M. Abdoulaye Yoro Baldé, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui nous faisait l'honneur de répondre à vos questions. 22h05 dans le studio. Je ne peux que mettre fin à cette première partie du débat. Et nous allons, si Dieu le veut, avec la programmation de la radio Basse-Côte de France, nous recevrons la semaine prochaine le ministre en charge de l'économie et des finances pour pouvoir parler des questions d'économie. Encore une fois, chers auditeurs, vous avez été très très nombreux ce soir à nous suivre sur les ondes de la radio Basse-Côte de France. Merci pour l'opportunité réservée à la radio Basse-Côte de France. La semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Merci. Merci beaucoup. Wama